Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la première moitié du XXe siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Australie. Au début des années 1930, l'Australie a souffert pendant la période de la Grande Dépression. Celle-ci a commencé avec le krach de Wall Street en 1929 et s'est rapidement propagée dans le monde entier. Comme d'autres nations, l'Australie a connu des années de chômage élevé, de pauvreté, de déflation, de faibles revenus et de perte d'opportunités de croissance économique et d'avancement personnel. À l'époque, l'économie et la politique étrangère australienne dépendaient principalement de l'exportation mondiale de produits primaires comme la laine et le blé. Ces industries ont beaucoup souffert de la chute de la demande internationale. En 1932, le chômage en Australie atteignait environ 30% et il y avait une forte baisse du produit intérieur brut. La crise économique a également eu un impact social important, car la pression sur de nombreuses familles était considérable, ce qui a entraîné une augmentation de la violence domestique, un sujet dont on parlait peu dans les années 1930. Le 1er septembre 1934, un jeune agriculteur nommé Tom Griffiths conduisait son taureau primé le long de la route de Howlong, juste à la sortie d'Albury, une ville située dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, à la frontière avec l'État de Victoria, et à côté du vaste fleuve Murray. Il remarqua qu'il y avait quelque chose dans un ponceau qui passait sous la route. Il sentit également une forte odeur de kérosène. En regardant de plus près, il vit un sac de jute qui recouvrait une partie d'un corps partiellement brûlé. Il semblait que la personne qui l'avait placé là l'avait fait de manière à ce qu'il ne soit pas visible pour quiconque aurait pu passer en voiture. Il remarqua que la tête de la victime était enveloppée dans une serviette et que son visage était très tuméfié, signe de lutte. Il appela la police, qui arriva vite. Le corps fut ramené à Albury, où une autopsie fut pratiquée. La victime était une femme, avait les yeux marrons, et on estimait qu'elle avait une vingtaine d'années. Il y avait une petite balle dans la gorge de la défunte. Mais le médecin légiste a déterminé que la mort avait été causée par les violents coups qu'elle avait reçus à la tête. Elle avait été habillée d'un pyjama en soie jaune avec un motif de dragon chinois. La police a considéré cela comme important, car de tels vêtements auraient été coûteux et assez rares, surtout en cette période de difficultés économiques. Il pensait également que la victime avait été tuée ailleurs et que son corps avait été transporté jusqu'à la buse sur la route de Howlong. L'heure estimée du décès était 4 jours plus tôt, le 28 août. La scène a été examinée et des témoignages recueillis. Personne n'avait signalé avoir vu quoi que ce soit de suspect, mais un témoin a affirmé avoir vu un feu dans la nuit du 29 août. Cependant, il avait plu cette nuit-là, ce qui expliquerait que le corps n'ait été que partiellement brûlé. La police voulait absolument identifier la victime, alors elle a placé le corps sur de la glace et l'a exposé à la morgue d'Albury. Mais malgré les nombreuses personnes venues le voir, personne ne semblait reconnaître le défunt. En raison de la gravité des blessures de la victime, un artiste de la police a réalisé un dessin représentant la jeune femme. Il a ensuite été transmis aux journaux tandis que la recherche pour identifier le corps retrouvé sur la route de Howlong s'intensifiait. Les journaux ont publié le croquis et ont enjolivé l'histoire pour essayer de la rendre bien plus mystérieuse. Comme la victime avait été découverte portant un pyjama en soie, ils l'ont tout simplement appelée la fille au pyjama. Faute de nouvelles pistes, le corps a ensuite été transféré à Sydney où il a été placé dans un bain de formol et exposé au public à la faculté de médecine de l'université. À ce stade, l'affaire gagnait en notoriété. Et, tandis que des milliers de personnes affluaient à l'université pour voir le corps, plusieurs noms furent proposés concernant l'identité de la défunte. 2 noms en particulier ont beaucoup intéressé la police. Anna Philomena Morgan et Linda Agostini. Les 2 femmes, du même âge, portées disparues, ressemblaient au portrait robot de la fille en pyjama dessiné par l'artiste. Une infirmière nommée Margaret McGrath, qui rendait souvent visite à Linda dans son appartement, a identifié le corps comme étant celui de son amie Linda Agostini, et un homme nommé George Kemp avait dit à la police que les photos et le portrait robot de la fille en pyjama ressemblaient beaucoup à Linda. Après avoir vu le corps, il n'était pas sûr, mais après un second examen, il était certain qu'il s'agissait du corps de Linda Agostini. Il a dit la connaître depuis un moment, mais n'avoir plus eu de ses nouvelles depuis janvier 1934. La police a commencé à examiner plus en détail la possibilité que la fille en pyjama soit effectivement Linda Agostini. Ils ont découvert qu'elle était née Florence Linda Platt en Angleterre le 12 septembre 1905 et qu'elle avait grandi à Forest Hill, un quartier du sud-est de Londres. Adolescente, elle travaillait dans une confiserie, mais à 19 ans, elle a quitté l'Angleterre et s'est rendue en Nouvelle-Zélande où elle a vécu pendant les 3 années suivantes.
Elle s'est ensuite installée en Australie et a élu domicile à Sydney. Les détectives ont tenté de reconstituer sa vie. Ils ont découvert qu'à Sydney, elle travaillait dans un cinéma et résidait dans une pension de famille sur Darlinghurst Road, dans le quartier de King's Cross de la ville. On leur a dit qu'elle aimait sortir et qu'elle n'était pas une personne qui voulait se conformer à ce qui était considéré comme un comportement acceptable pour une jeune femme à la fin des années 1920 et au début des années 1930. On savait qu'elle recevait de jeunes hommes, buvait beaucoup et avait du mal à s'adapter à un mode de vie plus respectable. Cependant, elle semblait avoir commencé à se ranger lorsque, le 22 avril 1930, elle épousa Antonio Agostini dans un bureau d'état civil à Sydney. Antonio avait 2 ans de plus que Linda et, comme elle, n'était pas né en Australie. Il avait émigré d'Italie en 1927 et travaillait comme barbier. Ils se sont rencontrés en 1928 et, après 2 ans de relations difficiles, se sont mariés. Le mariage n'était pas facile. Linda a continué à boire et le quitter parfois, pour revenir quelques semaines plus tard. Il voulait l'éloigner de l'influence de ses amis. Alors, en 1933, ils ont déménagé à Melbourne, s'installant dans la banlieue de Carlton, où Antonio a trouvé du travail dans le journal en langue italienne appelé Il Giornal, et Linda travaillait comme coiffeuse. Malgré cela, le couple se disputait encore souvent. La police a contacté des personnes qui connaissaient la disparue Linda Agostini, mais aucune d'elles ne pensait que le corps ou les photos ressemblaient à leur ami. Antonio Agostini non plus. Cependant, il a fourni au détective le nom du dentiste de sa femme. Lorsque les dossiers dentaires de la fille en pyjama ont été vérifiés, ils ne correspondaient pas à ceux de Linda. Elle a donc été écartée comme victime. Malgré tous les efforts de la police, ils n'ont pas réussi à identifier la fille en pyjama. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John, qui possédait une fortune, mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Le temps a passé. La Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939 et l'affaire de la fille en pyjama avait été en grande partie oubliée. En 1942, le corps a été retiré de l'université et placé au siège de la police. L'affaire a été classée dans un dossier marqué non résolu et faisait l'objet d'enquêtes occasionnelles. Puis, en 1944, le commissaire de police William Mackay s'y est de nouveau intéressé. La réputation du commissaire, ainsi que celle de la police de la Nouvelle-Galles du Sud, n'était plus aussi bonne qu'autrefois. Donc, afin d'essayer d'améliorer l'opinion du public sur la police, il a chargé 2 nouveaux détectives d'examiner les preuves de l'affaire. L'identité de la victime a de nouveau été examinée et, un par un, les détectives ont éliminé chaque nom de leur liste. Linda Agostini avait d'abord été écartée comme victime possible en raison de ses dossiers dentaires. Néanmoins, les détectives ont décidé de les examiner à nouveau. Incroyablement, il a été découvert que le rapport dentaire initial était incorrect et que ces dossiers dentaires correspondaient en fait à ceux de la fille en pyjama retrouvée 10 ans plus tôt à Albury. Il connaissait désormais le nom de la victime. La police devait déterminer qui avait commis ce crime terrible. Le mari de Linda Agostini semblait être le suspect le plus intéressant. Il avait passé les 4 dernières années dans des camps d'internement à cause de ses sympathies politiques envers le gouvernement italien, allié de l'Allemagne en juin 1940. Le gouvernement australien le voyait comme un ennemi du pays. Il avait été libéré en février 1944 car on ne le considérait plus comme une menace pour le pays.
Il avait ensuite trouvé du travail à Sydney comme serveur dans le restaurant italien appelé Romanos. Par coïncidence, c'était un restaurant fréquenté par le commissaire de police William Mackay. Il lui a demandé de venir au commissariat pour parler du meurtre de sa femme, survenu 10 ans plus tôt. Antonio était nerveux, mais une fois au commissariat, il a fait des aveux complets, même s'il a affirmé que la mort de sa femme était un accident. Dans sa déposition, il a déclaré qu'à Melbourne, Linda l'avait menacé avec un revolver. En tentant de lui retirer l'arme, un coup est parti accidentellement et elle est morte. Craignant d'être accusé de meurtre, il a transporté le corps en voiture de l'autre côté de la frontière. À Albury, il a placé le corps dans un conduit, l'a aspergé d'essence et, dans le but de rendre le cadavre méconnaissable et de détruire toute preuve, y a mis le feu. Peu après, il quitta Melbourne et, après un bref séjour à Perth, revint vivre à Sydney. L'arrestation d'Antonio Agostini et la conclusion de l'une des affaires non résolues les plus célèbres d'Australie ont fait sensation et ont fait la une des journaux dans tout le pays. Le suspect a été arrêté et emmené de Sydney à Melbourne où une enquête a eu lieu. Le juge devait établir l'identité de la fille en pyjama, déterminer comment elle était morte et qui était responsable de sa mort. Bien qu'Antonio Agostini ait admis lui avoir tiré dessus dans l'appartement qu'il partageait au 589 Swanston Street, dans la banlieue de Carlton à Melbourne, tout le monde ne croyait pas que le corps était réellement celui de Linda Agostini. Une dame nommée Madame Janet Routledge de Beaumadery, en Nouvelle-Galles du Sud, pensait que la fille en pyjama était en fait sa fille, Anna Philomena Morgan. Cela a été soutenu par le docteur Thomas Benbow, qui avait aidé la police dans cette affaire en 1939. Des comparaisons photographiques détaillées des traits du visage des deux femmes ont été présentées à l'enquête. De nombreuses discussions ont eu lieu sur les dossiers dentaires de la défunte, identifiés 10 ans plus tard comme ceux de Linda Agostini. La victime avait les yeux bleus, alors que tous les témoins affirmaient que ceux de Linda étaient marrons. La morphologie a aussi inquiété. La forme du nez et la taille de la poitrine ne correspondaient pas. Des experts ont expliqué comment la couleur des yeux de la victime aurait pu changer après sa mort. Cependant, lors de son interrogatoire, Madame Routledge s'est avérée un témoin peu fiable. Elle a admis qu'après la disparition de sa fille, elle avait donné de fausses informations à la police afin de ne pas s'incriminer elle-même. À la fin de l'enquête, le coroner a annoncé qu'il croyait que la fille en pyjama était bien Linda Agostini et que son mari était responsable de sa mort. Il a ensuite renvoyé Antonio Agostini devant le tribunal pour être jugé pour meurtre. Le procès a commencé le 19 juin 1944 à la Cour suprême de Melbourne et Antonio Agostini a plaidé non coupable. Il n'a pas nié avoir transporté le corps à Albury et y avoir mis le feu, mais il a soutenu que le coup de feu était accidentel. Il a dit au tribunal que sa femme l'avait menacé avec une arme à feu et qu'en tentant de la désarmer, le coup est parti. Interrogé sur l'arme, il a affirmé l'avoir jetée dans la rivière Yarra. La défense a évoqué la relation difficile du couple, précisant que Linda buvait et disparaissait des semaines sans prévenir son mari. Antonio Agostini avait déjà dit à la police que les blessures à la tête, cause du décès, selon le pathologiste, étaient dues à une chute accidentelle du corps dans les escaliers lors du transport. La procédure s'est terminée le 28 juin 1944 et le jury s'est retiré pour délibérer sur l'affaire. Ils ont délibéré pendant 2 heures avant de rendre un verdict de non-culpabilité pour meurtre, mais de culpabilité pour l'accusation moindre d'homicide involontaire. Antonio Agostini a été condamné à 6 ans de prison. Il a ensuite été envoyé à la prison de Pentridge à Cobourg. Cependant, il n'a pas purgé la totalité des 6 ans. Il a été libéré seulement 4 ans plus tard. Bien qu'il soit désormais un homme libre, il ne serait pas autorisé à rester en Australie. Et le 23 août 1948, il a été expulsé vers son pays natal, l'Italie. Il a ensuite épousé une veuve nommée Giuseppina Gasconi et est décédé en 1969 à l'âge de 66 ans. Linda Agostini a finalement été inhumée au cimetière de Preston, le 13 juillet 1944. Le gouvernement de Victoria a financé ses funérailles. Ainsi, le mystère de la femme en pyjama était enfin résolu. Où l'était-il vraiment? Le corps était-il vraiment celui de Linda Agostini? Ou bien son mari Antonio avait-il été piégé bien à propos afin que le commissaire de police, sous pression, puisse clore une affaire très médiatisée qui était restée non résolue pendant 10 ans? Dans son livre de 2004, Le mystère de la fille en pyjama, une histoire vraie de meurtre, d'obsession et de mensonge, l'historien Richard Evans a souligné des incohérences dans les preuves, qualifiant la condamnation d'Antonio Agostini de résultat de la corruption policière et d'une erreur judiciaire. Au procès, le commissaire de police William Mackay avait déclaré qu'il n'avait pas vraiment participé à l'enquête, mais en réalité, il avait personnellement supervisé l'affaire,
qui avait été périodiquement réexaminé depuis 1938. Il avait aussi interrogé des témoins. Le commissaire avait également soutenu qu'il n'avait jamais connu Antonio Agostini auparavant, sauf bien sûr en tant que serveur au restaurant italien Romano. Mais il avait dirigé le département de police de la Nouvelle-Galles du Sud qui avait supervisé l'internement en 1940. Antonio Agostini faisait partie des personnes arrêtées et internées. Des questions subsistent sur le moment et la façon dont la confession d'Antonio Agostini a été obtenue. La police savait que sa femme avait disparu en 1934, au même moment où le corps connu sous le nom de la fille au pyjama avait été retrouvé. Il semblait étrange qu'Antonio Agostini ait été libéré de l'internement, et que, seulement quelques semaines plus tard, le mystère entourant l'identification de la fille au pyjama ait apparemment été résolu. Malgré les différences physiques entre la fille au pyjama et Linda, la victime avait une taille de poitrine différente de celle de Linda, une forme de nez différente, et ses yeux étaient d'une couleur différente. Il y a aussi 125 femmes qui figuraient à l'origine sur la liste de la police des identités possibles, et, malgré l'identification de la fille au pyjama comme Linda Agostini, de nombreuses autres pistes sont restées inexploitées et non retrouvées. Antonio a affirmé avoir tiré sur sa femme avec un revolver, alors qu'en réalité, c'est une balle tirée d'un pistolet qui a été retrouvée dans la gorge de la fille au pyjama. C'était un homme instruit à l'université et ancien militaire italien. Il aurait donc dû connaître la différence. Il a déclaré avoir versé de l'essence avant d'allumer le feu, alors que la victime portait en réalité des traces de kérosène. Enfin, il a déclaré avoir tiré sur sa femme le lundi 27 août 1934 et avoir abandonné son corps à Albury aux premières heures du mardi 28 août. Pourtant, le témoin avait vu le feu le lendemain, soit le mercredi 29. Malgré toutes ces preuves contradictoires, très peu de temps après sa libération de l'internement, Antonio Agostini, de manière assez commode pour la police, a avoué avoir tué sa femme et s'être débarrassé de son corps à la frontière entre le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud. Et malgré ce terrible crime qu'il avait apparemment gardé pour lui pendant 10 ans, il a été reconnu coupable d'homicide involontaire et a reçu une peine très légère. Certains en concluraient que tout cela était peut-être un peu trop coïncident et un peu trop commode. Alors, si la fille en pyjama n'était pas Linda Agostini, qui était-elle et qu'est-il arrivé à Linda? Il est probable qu'Antonio Agostini ait accidentellement tué sa femme, comme il l'a déclaré dans sa déposition. Il est également probable qu'il se soit débarrassé de son corps, mais que ce soit sous un ponceau à Albury ou ailleurs, dans un endroit encore inconnu, c'est quelque chose dont nous ne serons peut-être jamais totalement certains. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.